citoyens centrafricains se rendront aux urnes ce 28 décembre 2025 pour choisir leur président de la République, mais aussi les députés, les conseillers municipaux et régionaux. Le chef d'État sortant, le professeur Faustin Archange Touadéra, vise un nouveau mandat à travers des engagements qu'il veut concrets et réalistes pour les concitoyens et le progrès de la République centrafricaine. Dans cette émission exclusive Face à l'Afrique sur Africa 24, il partage sa vision sur la gouvernance, la gestion des ressources naturelles, les perspectives économiques, la justice, le développement humain et la coopération avec les États africains et les partenaires internationaux. Monsieur le Président, bienvenue sur Africa 24. Vous briguez un nouveau mandat. Quelle est la vision qui guide cette candidature pour la Centrafrique et vos concitoyens à l'analyse du bilan des deux précédents mandats? Je vous remercie je remercie Africa 24 pour l'opportunité que vous me donnez pour parler un peu, disons, des élections, du bilan et des perspectives. Vous demandez qu'est-ce qui motive cette candidature. Voyez-vous, vous avez mentionné que j'avais pris le premier mandat en 2016. Et le peuple m'a encore renouvelé sa confiance en 2020-21. Depuis ma prise de fonction en 2016, s'il faut revoir quelle était la situation de la République centrafricaine en ce moment-là, pour bien comprendre notre vision et pourquoi nous sommes candidats. Quand j'avais pris mes fonctions, vous ne pouvez pas sortir 2 km ou 10 km de la ville. À l'intérieur de la capitale, il y a ce qu'on appelle pudiquement ledger, parce que c'est l'hôtel, mais là-bas, c'est autour de l'aéroport, c'est dans les mosquées, c'est dans les églises où des Centrafricains de Bangui se réfugiaient pour se protéger. Et même dans l'arrière-pays, c'est pareil. Il y a des déplacés. Et même, certains ont dû quitter leur pays pour protéger leur sécurité. Donc la situation était chaotique. Pour ne pas parler de l'économie, puisqu'il n'y a pas la paix, les gens, les investisseurs partaient, fermaient boutique. Donc la situation était grave. Donc il a fallu prendre la mesure des difficultés et de concevoir des stratégies pour sortir la République centrafricaine de cette situation. Voyez-vous, la première des choses que réclamaient les Centrafricains, c'était la sécurité, c'était la paix. Et à l'époque, le pays était divisé. On avait des clivages partout. Et donc, il a fallu mettre en place une politique pour la réconciliation nationale, le retour de la paix. L'armée était presque inexistante. Pas un seul groupe de combat centrafricain sur le terrain. Parce qu'il n'y avait que les Nations Unies. Alors donc, la situation était grave. Maintenant, après 10 ans, là maintenant, on a travaillé petit à petit sur le plan sécuritaire. Nous avons, grâce au soutien de la communauté internationale, nous avons signé plusieurs accords avec les groupes armés. 14 groupes armés étaient recensés. Aujourd'hui, 11 sont autodissous. Nous sommes en train de discuter avec un troisième groupe qui s'ajoute à cela pour le désarmement. Donc la paix est de retour. La paix est là, puisque l'État se déploie sur l'ensemble du territoire. L'autorité de l'État est revenue dans les différentes parties du pays. Et aujourd'hui, je n'ai pas fini. Pour expliquer ma candidature, face à cela, il n'y a pas que le côté sécuritaire. Nous avons commencé à développer, à reconstruire notre armée, à essayer de l'équiper, aussi bien la gendarmerie que la police et les autres services de l'État. On a commencé à les déployer. Bien entendu, on a démarré quelques activités économiques, on a démarré aussi des soutiens pour la population, pour leur bien-être, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et face à ça,
avant même que je ne déclare ma candidature, il y a eu en Centrafrique un grand mouvement où pratiquement dans toutes les provinces, dans les localités, disons, par corporation, les gens ont marché pour demander, Monsieur le Président, nous souhaitons que vous continuiez. Ils n'ont pas dit que tout était fini. Non. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne direction. Et vous conduisez le pays de la manière satisfaisante. Et ils l'ont réclamé. J'étais encore en tant que président de la République en train de travailler, mais il marchait pour demander ma candidature. Et face à cela, si le peuple vous réclame, ben, vous êtes, en tant que fils du pays, vous répondez présent. Et c'est comme ça que je réponds. Mon parti aussi pense qu'il y a du travail, on a fait beaucoup d'avancées et qu'il y a des choses à faire. Nous venons d'adopter notre plan national de développement 2024-2028. Il y a beaucoup de projets qui commencent, qui démarrent. On a pu avoir le financement, disons, des annonces de financement de l'ordre de 9 milliards de dollars. C'est peut-être un peu pour certains pays, mais pour la république africaine, c'est très important. Donc, l'ensemble de ces projets font que nous sentons le devoir et de poursuivre pour l'intérêt des Centrafricains. Monsieur le Président, le référendum du 30 août 2023 a conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution allongeant la durée des mandats à 7 ans et supprimant la limitation. Comment on garantit l'équilibre des pouvoirs dans un tel cas de figure? Pensez-vous que cette constitution, la nouvelle constitution, ne garantit pas le bon fonctionnement? Bien au contraire. Vous savez, la constitution de 2016, c'était la constitution juste pendant la période de crise. Il y avait un certain nombre d'aspects qui n'étaient pas pris en compte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous étions obligés de convoquer, sur la demande d'une partie de la population, notamment l'opposition, qu'il fallait absolument un dialogue national. Et c'est ce que nous avons fait. On a mis en place un dialogue républicain où toutes les forces vives sont représentées et 500 délégués sont venus de partout, différentes corporations, pour vraiment dire ce que la population pense et quelles sont les solutions à adopter. Lors de ce dialogue républicain, il y a eu des recommandations. Et certaines des recommandations imposent que nous devions toucher la loi fondamentale de 2016. Si on a convoqué un dialogue républicain, ce n'est pas pour jeter les recommandations, puisque c'est vraiment la représentation de la population, et c'est ce que voulait la population en ce temps-là. Donc il fallait, puisque les dispositions de la Constitution de 2016 ne permettaient pas de faire un certain nombre de modifications telles que souhaitées par les délégués qui étaient là, nous avons pensé, et je crois, qu'il fallait procéder par référendum pour ne pas être en désaccord avec la Constitution. Donc il fallait, puisque la Constitution appartient au peuple, c'est la population, c'est le peuple qui veut faire le choix de la manière dont il veut être gouverné. Donc, on n'a jamais vu une constitution qui dit que la constitution est immuable. Non, c'est la volonté du peuple. Et là, nous étions obligés d'aller à un référendum, c'est-à-dire interroger le peuple souverain. Interroger le peuple souverain pour qu'il se prononce. Est-ce que vous avez décidé de ça au niveau de dialogue républicain? Est-ce que individuellement, chacun choisit la nouvelle loi? Évidemment, c'est une démocratie, il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais la majorité a voté pour la nouvelle constitution. Donc ce n'est pas la responsabilité du président de la République. Quand vous m'indexez en disant que vous pensez que... Non, je ne pense rien. Je prends le texte tel que le peuple centrafricain l'a adopté et nous l'appliquons. Et je me soumets à ça. Voilà. Et donc, mais cette constitution
ne ferme pas la porte. Non, c'est une condition véritablement démocratique. Il y a toutes les institutions de la nation toutes les institutions républicaines qui sont là, et qui, vraiment avec leur rôle bien défini. Comment les renouveler? Tout ça, c'est clairement défini. Donc ce n'est pas en direction d'un individu ou d'un groupe d'individus, non. C'est le peuple qui l'a choisi. Et les constitutions, c'est ça la base, en tout cas. Lors de votre déclaration sur l'état de la nation, vous avez annoncé votre ambition de porter l'effectif des forces de défense et de sécurité à 50 000 hommes à l'horizon 2040, Oui. alors qu'ils sont estimés aujourd'hui à environ 26 000. À la lumière de cet objectif et du contexte actuel, quel bilan dressez-vous aujourd'hui de la situation sécuritaire du pays et comment cette montée en puissance des forces s'inscrit-elle dans votre stratégie globale de stabilisation et de sécurité nationale? C'est essentiel. Vraiment la reconstruction de notre outil de défense. Je vous avais dit au début de notre entretien que quand je prenais mes fonctions, on n'avait même pas un seul groupe de combat sur le terrain. Pas un seul. Et notre armurerie, poudrière, tout était pillé par les groupes rebelles. Il n'y avait rien. Et il n'y avait que la MINUSCA, les forces sangaristes qui protégeaient la population. Donc il a fallu reconstruire une armée. La MINUSCA n'a pas vocation à rester éternellement en Centrafrique. Donc il fallait construire rapidement, solidement, une force, un outil de défense pour la République centrafricaine. Souveraineté oblige. Aujourd'hui, nous avons commencé petit à petit, effectivement, avec le soutien de la communauté internationale, notamment l'EITM, la MINUSCA, d'autres forces aussi, la force bilatérale rwandaise et la force bilatérale qui nous soutient aussi de la Fédération de Russie. Tout ça combiné. Et avec un certain nombre de pays africains qui ont aidé aussi à former nos militaires pour que nous ayons aujourd'hui un effectif. Vous avez annoncé 26 000 et que je voudrais porter à 50 000. Ça, c'est une perspective. Il faut que nous ayons une armée forte, équipée. Et on a un plan national de défense qui prévoit, au lieu d'avoir une armée de projection, que nous devions avoir une armée de garnison. Et donc, il faut préparer le nombre, l'effectif des forces en conséquence. Nous avons des zones de défense qu'il faut vraiment commencer à remettre sur pied. Donc, c'est une ambition qui est à la dimension de la situation, parce que les Centrafricains ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu en 2013 jusqu'en 2016. Ils veulent mettre fin à ça, et pour ça, il faut un outil de défense solide, une force républicaine et professionnelle pour justement garantir la paix, garantir la sécurité. L'accord de cessez-le-feu signé le 19 avril 2025 avec les groupes armés 3R et UPC devait permettre la fin des hostilités, la dissolution de ces mouvements et leur réintégration dans la vie civile. Oui. Ces engagements ont-ils été respectés et quels mécanismes de suivi ont été mis en place et disposez-vous d'un bilan de cette opération? Oui, vous parlez là toujours de la volonté, pour moi, en tant que président de la République, qu'il y ait la paix, la sécurité. Certains groupes armés, je vous ai dit, en faveur de l'accord politique pour la paix, la PPR, eh bien, aujourd'hui, se sont auto-dissous. Et par contre, ceux qui avaient rejoint la CPC de Bozézé, eh bien, certains continuaient. Mais moi, je leur ai tendu la main. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes des fils, je n'ai pas de problème avec vous. Vous avez commencé votre dans une période, maintenant, je ne sais pas, je ne comprends pas le sens du conflit. Et moi, je vous tends la main. Si vous voulez, vous la prenez. Nous faisons la paix. Et ces Centrafricains qui sont enrôlés dans vos groupes, eh bien, certains, ils choisissent le processus DDR, soit ils reprennent la vie civile et puis on les aide à s'insérer dans la société, ou bien pour quelques-uns, et ceux qui peuvent satisfaire aux critères, ils peuvent regagner l'armée nationale. Et c'est ce qui se fait.
beaucoup se désarment en ce moment. Et il y a un processus de désarmement qui continue parce qu'ils sont un peu nombreux dans le pays. Et aujourd'hui, il y a des points de désarmement et je pense que ça évolue positivement. Et je fais confiance aux leaders de ces groupes armés puisque on est tous d'accord. Et d'ailleurs, je remercie au passage le président Mahamat Idriss Déby Itno qui nous a aidés, a soutenu, donc à parrainer l'accord du 19 avril 2025 que vous avez mentionné. Mais je pense que les choses se déroulent bien. C'est un processus, il y a quelques difficultés liées à l'opérationnalisation de cela, mais à chaque fois, nous avons un comité de suivi en place qui corrige et qui permet d'avancer. Et je peux vous dire que ce processus avance bien et je suis confiant. Et je fais confiance aux leaders qui ont choisi la République. Allez-vous. Monsieur le Président, toujours dans votre discours sur l'état de la nation, vous avez présenté le plan national de développement qui prévoit 543 projets, dont 24 structurants pour un investissement annuel de 679 milliards de francs CFA, appuyé par les 9 milliards de dollars mobilisés à Casablanca. Quels sont, selon vous, les résultats concrets et mesurables que les Centrafricains doivent pouvoir constater dès 2026? Écoutez, vous parlez du plan national 2024-2028. À l'échéance de 2026, nous ne sommes pas encore au bout de cela. Donc aujourd'hui, ce plan de développement, nous avons déjà commencé depuis 2024 à mettre en œuvre. Et tout dernièrement à Casablanca, nous étions obligés, puisqu'il fallait présenter ce plan aux partenaires, ceux qui souhaitent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan, et nous avons eu des annonces de l'ordre de 9 milliards. Nous sommes en train de mettre en place des structures pour concrétiser ces annonces. Et je venais de signer il n'y a pas longtemps un décret pour un comité de suivi et pour permettre le dialogue direct avec ceux qui ont fait des annonces, les partenaires qui ont fait des annonces. Et certains projets ont déjà démarré. Dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'agriculture, avec FIDA, dans le domaine de la santé, on a démarré. Donc, il y a des projets sur l'éducation que parfois le gouvernement finance lui-même, mais aussi avec le soutien d'un certain nombre de partenaires. Et c'est de bon augure. Il y a aussi, nous voyons que beaucoup de partenaires maintenant veulent, en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, eh bien, viennent en Centrafrique pour y développer leurs activités économiques. La République centrafricaine est présentée comme l'une des économies les plus fragiles au monde, dépendante de l'aide extérieure qui représente plus de 50% des ressources selon la BAD et vulnérable aux chocs sécuritaires. Quelle est votre stratégie économique pour réduire cette dépendance et bâtir une croissance sur vos ressources propres? Oui, vous faites bien une bonne analyse de notre économie. Au début de notre entretien, je vous ai présenté sommairement la situation depuis 2016. Je vous avais dit qu'il n'y a même pas l'armée nationale. Il y avait des militaires, mais ce n'est pas organisé. L'économie, sans la paix, l'économie, les gens ne peuvent pas aller au champ. Même élever, faire de l'élevage, c'était difficile. Et encore moins se soigner et se déplacer sur les axes. Donc, notre économie était vraiment au plus bas. Vraiment. Mais maintenant, en faveur de la paix, on commence à reconstituer le tissu économique qui était vraiment en lambeaux. Et progressivement, vous avez dit qu'une bonne partie du budget financier est presque la moitié. Aujourd'hui, les recettes propres sont au-delà de 2/3. Ça veut dire qu'on a fait des progrès. On va continuer à mobiliser les ressources internes pour financer notre économie. Parce que nous pensons que là, il y a des niches de recettes qu'on peut mobiliser pour financer notre budget. Bien sûr, nous avons toujours besoin de l'appui de l'aide extérieure. C'est pour ça que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Nous attendons
une 5e revue de ce programme avec le Fonds monétaire international. Nous travaillons en toute symbiose dans le cadre de ce processus. Il y a aussi la Banque mondiale qui appuie un certain nombre de projets que nous avons présentés et que nous avons discuté, retenus ensemble. Et je pense que autant d'éléments qui vont permettre à notre économie de se raffermir. C'est vrai, on a plusieurs stratégies. Par exemple, la digitalisation de notre administration. Il y a le recrutement que nous avons fait dans le secteur des finances pour augmenter la capacité des régies à mobiliser des recettes. Et il y a beaucoup de choses que nous mettons en place pour aujourd'hui avoir une administration forte, capable de mobiliser toutes les recettes qui pourraient être disponibles pour le financement de notre budget. Ça, c'est notre objectif d'ici fin 2026. On va rattraper ce gap. Bien sûr, on aura besoin de l'appui de la communauté internationale. Je ne vois pas un pays qui n'a pas besoin de soutien. Non, tous les pays à différents niveaux. Mais nous sommes en train de travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que les compatriotes, les Centrafricains, pensent que nous sommes dans la bonne direction. Avec la façon dont on mène les choses, nous allons dans le bon sens. Ça, c'est admis de tout le monde. Le chômage et le manque de perspectives constituent aujourd'hui une préoccupation majeure pour de nombreux jeunes centrafricains, en particulier dans certaines régions du pays. Quelles actions concrètes entendez-vous mettre en œuvre pour créer des emplois durables et offrir de réelles opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes au cours de votre prochain mandat? Ça, c'est une des grandes préoccupations depuis ma prise de fonction. Je reviens encore, j'ai eu raison de vous dire, de vous présenter la situation d'où on était parti et la situation aujourd'hui. Nous savons que vraiment le chômage était, nos jeunes n'étaient pas là et c'est pour ça que beaucoup ont rejoint les groupes armés, ont fait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2000? Nous avons commencé par recruter dans la fonction publique les diplômés, ceux qui étaient formés, qui étaient au chômage. On les a recrutés. On continue de le faire. Plus de 10 000 que nous avons, 10 500 que nous avons recrutés dans la fonction publique. Ça, c'est aussi un moyen de résorber le chômage. Nous avons recruté plus de, vous avez dit 26 000. Aujourd'hui, on était à peu près à 5 000. Donc, plus de 20 000 nouvelles recrues dans l'armée et dans nos forces de défense. 4 000 à la gendarmerie, 4 000 aussi dans la police. Ça a permis de décongestionner. Mais il n'y a pas que l'État. En essayant disons, d'améliorer notre climat des affaires et en attirant un certain nombre d'investisseurs, eh bien, vous savez que c'est le secteur privé qui va créer la richesse et qui va aussi résorber une bonne partie de nos jeunes qui sont au chômage. C'est pour cela que nous sommes en train d'améliorer notre gouvernance et aussi d'attirer les partenaires, ceux qui peuvent venir investir les capitaux privés pour investir en République centrafricaine. C'est justement pour régler ce problème de chômage des jeunes. Et je crois que la jeunesse a compris que voilà la voie à suivre. D'après la Banque mondiale, plus de 70% de la population active vit de l'agriculture de subsistance et le secteur incluant l'élevage et la pêche pèse pour environ 55% du PIB. Quel secteur productif considérez-vous comme prioritaire pour la relance économique de la Centrafrique? Mais vous l'avez déjà mentionné dans votre question. Vous avez dit que presque 75 à 80% des activités ici sont dans le domaine agricole, ce qui est vrai, parce que pour l'instant, dans l'arrière-pays, eh bien, beaucoup de nos compatriotes se consacrent à l'agriculture.
C'est pour cela qu'une priorité a été définie pour l'agriculture. Beaucoup de projets que nous travaillons avec FIDA, avec d'autres pour vraiment booster ce secteur parce que ça touche une bonne partie de nos populations. Il faut améliorer leurs pratiques culturelles, il faut améliorer aussi les voies d'accès, les circuits de vente, et puis aussi améliorer les semences, et puis vraiment leur fournir ce qu'il faut pour que leurs activités soient productives pour eux-mêmes, pour manger, et aussi pour vendre, afin d'avoir des ressources pour envoyer leurs enfants à l'école et autres. Et je pense que les choses avancent dans ce domaine-là, parce que nous voulons toucher un maximum de Centrafricains. Et beaucoup de nos compatriotes travaillent dans le secteur agricole. C'est pour cela que vraiment un accent particulier a été mis sur l'agriculture, l'élevage, la pêche. Voilà les activités sur lesquelles nous travaillons. Certains partenaires, fort heureusement, nous soutiennent dans ce cadre-là, et je pense qu'on a de bonnes perspectives. Maintenant, nous allons passer vraiment à l'agroéconomie, parce que nous avons signé un grand projet vraiment sur l'agriculture avec Mahasati, une société indienne qui va investir énormément dans la culture du manioc et de canne à sucre, et avec d'autres produits. Et ça, c'est un programme très intéressant qui va servir de modèle pour nos agriculteurs, et nous sommes en train de travailler là-dessus, et aussi dans l'agroforesterie. On a un bon programme sur l'agroforesterie pour protéger nos forêts et aussi régénérer le sol. Et voilà, nous avons de bons programmes sur ces questions de l'agriculture. Monsieur le Président... Mais il y a le FIDA, nous avons 2 grands projets avec le FIDA qui couvrent le terrain. Et là, maintenant, on va essayer de mobiliser avec la FIDA un certain nombre de ressources pour travailler sur les compétences de gestion avec les petits agriculteurs et éleveurs. La République centrafricaine est confrontée à une crise profonde du système éducatif qui limite l'accès au savoir, fragilise l'avenir des jeunes et freine le développement du pays. Quelles réformes prioritaires envisagez-vous pour bâtir un système éducatif plus performant, inclusif et attractif, capable de donner aux jeunes les compétences et la motivation nécessaires pour s'engager durablement dans la construction nationale? Vous touchez là un point essentiel pour le développement d'un pays. L'avenir d'un pays, comme le cas de la République centrafricaine, c'est l'éducation. Il faut former notre jeunesse. Une bonne partie de notre population, nous avons une population jeune. Et donc, il faut les éduquer. On a pris beaucoup de retard dans ce domaine. Et pour la plupart, dans nos établissements, dans l'arrière-pays, même à Bangui, c'est les maîtres parents. Les maîtres parents sont les enseignants qui sont recrutés par l'association des parents à qui... Évidemment, ces gens qui ont été recrutés par les parents, certains n'ont pas la qualification d'être un enseignant. Alors, qu'est-ce que nous... moi-même, en tant qu'enseignant, je suis professeur, je continue de dispenser mes enseignements. Et ce secteur est un secteur important pour l'avenir du pays. Il nous faut des cadres compétents. Il faut les former. Pour les former, il faut avoir l'environnement nécessaire, c'est-à-dire avoir un bon cadre d'accueil, avoir aussi des enseignants bien formés, avoir aussi un programme de formation qui correspond à notre société et qui va permettre aux enfants de s'épanouir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voyez-vous, depuis ma prise de fonction, nous avons recruté tous les enseignants, et on continue de le faire, qui ont été formés depuis des années et qui n'ont pas été recrutés. On les a tous recrutés. Et on continue de le faire. Cette année, grâce au soutien de la Banque mondiale, nous sommes en train de contractualiser 6 000 enseignants, professeurs d'école. Ça, c'est un pas important pour l'amélioration de notre système éducatif.
du personnel qualifié. Et ce n'est pas seulement à Bangui, dans l'ensemble de la République centrafricaine. Ces enseignants sont affectés dans les différentes localités de notre pays. On continue de le faire. On fait encore mieux. Au lieu de former des enseignants seulement à Bangui, comme on le faisait avant, maintenant on a décentralisé la formation des enseignants. On est en train de construire des centres pédagogiques régionaux. On en a déjà en ce moment en projet l'ouverture de 5 centres pédagogiques régionaux. Je venais même d'inaugurer, de poser la première pierre de Nola. D'autres ont été inaugurés aussi. C'est pour former les enseignants dans leur localité. Comme ça, ils n'ont pas beaucoup de problèmes d'aller, de revenir à Bangui, c'est leur milieu, et ils peuvent s'occuper des enfants dans ces localités. Nous avons changé, nous avons mis en place des structures pour améliorer le programme d'enseignement, les contenus d'enseignement. Ça, et ce sont les Centrafricains qui l'ont défini. Parce que ils pensent qu'avec ça, on est plus proche de nos réalités, on enseigne ce que les enfants doivent savoir pour leur pays et pour se développer. Nous ne sommes pas restés là. On a commencé par construire des écoles. Construire des écoles. Ici à Bangui, on a commencé à améliorer les conditions des établissements, même dans la capitale. Vous voyez, pratiquement tous les lycées sont clôturés pour assurer la sécurité. On continue d'améliorer petit à petit. Et même dans l'arrière-pays, on construit des écoles. Je ne veux pas dire qu'on a fini, non. Puisque le pays est grand, 623 000 km² pour 6 millions d'habitants. Le pays est assez vaste. Il faut des écoles. Donc on va, dans le prochain mandat, si le peuple m'accorde sa confiance, c'est de poursuivre la construction de ces écoles. Et j'y tiens. Parce que je sais ce que est l'éducation pour un pays. C'est la base. C'est comme ça qu'on va construire un avenir. Vraiment un bon avenir pour notre pays. Il faut que nous ayons des cadres bien formés, compétents. Et ça, c'est l'éducation. D'ailleurs, dans le plan national de développement, l'un des piliers, c'est le capital humain. Et le capital humain passe déjà par la formation des jeunes, des cadres, jusqu'à l'université, pour qu'ils aient un niveau de professionnalisme élevé pour servir leur pays, dans le public comme dans le secteur privé. Vous vous efforcez d'améliorer les conditions de vie des populations, mais la Centrafrique continue de faire face à des défis sociaux majeurs. Le pays est classé 191e sur 183 pays à l'indice de développement humain du PNUD. Quelles mesures proposez-vous pour améliorer le revenu des populations? Tout ce qu'on venait de dire là va dans l'amélioration de cette situation que vous décrivez. C'est sans doute réel en fonction des rapports, mais comment changer? Comment améliorer? Et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour améliorer, travailler sur améliorer les conditions de nos concitoyens. Il n'y a que comme ça qu'on va le faire. Travailler sur l'emploi des jeunes, travailler sur le secteur productif, améliorer le système éducatif, améliorer le climat des affaires pour permettre au secteur privé et avoir une stratégie pour attirer le développement du secteur privé. Et tout ça là, ça conduit à ça. Un plan national de développement pour couvrir nos priorités de moment, pour qu'on ne navigue pas dans comme ça en désordre. Il faut que ça soit contrôlé. Et en même temps, ça va servir d'outil de dialogue avec les partenaires. Et tout ça, c'est pour justement améliorer les conditions de nos concitoyens. Quelles sont les initiatives qui ciblent les femmes et les jeunes vulnérables? Les femmes, vous savez, dès ma prise de fonction, vraiment cette moitié de la population centrafricaine est constituée de femmes. Nous, aujourd'hui, les Centrafricains veulent inverser la tendance. C'est-à-dire que la femme centrafricaine doit jouer un rôle de premier plan et doit être dans les centres de décision. Et pour ça, on a préparé. Il y a une loi sur la parité que je suis venu promulguer. Et avec son décret d'application,
on va continuer à travailler. Aujourd'hui, même dans le domaine politique, eh bien, on a tout fait, modifié conformément aux recommandations du dialogue républicain. Eh bien, pour les élections municipales et régionales, là, c'est des listes zébrées. Listes zébrées, ça veut dire quoi? C'est sur liste, mais s'il y a un homme qui est à la tête, eh bien, le second, ça va être une femme. Et le troisième, un homme, ainsi de suite. Ou si c'est la tête de liste, c'est une femme, eh bien, c'est un homme qui est en deuxième, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses pour donner vraiment des possibilités aux femmes centrafricaines d'être dans le milieu politique. Par exemple, pour les législatives, on a supprimé des critères grâce à la Constitution dont vous parlez. Parce que dans la Constitution, à l'époque, il fallait des titres de propriété. Mais vous savez, dans notre système, les femmes, les maisons appartiennent aux maris. Donc, qu'est-ce qu'elles vont présenter? Et c'était des difficultés pour ces femmes. On a dit, on ne va pas créer des petites difficultés pour les femmes pour se présenter. Et évidemment, ça, ce sont des éléments. Et nous-mêmes, je viens d'annoncer qu'il y aura une discrimination positive dans l'octroi de bourses pour les filles. Et nos filles, on veut qu'elles restent plus longtemps à l'école, qu'elles travaillent, qu'elles apprennent des choses. Et je crois qu'en faisant de cette manière, eh bien, beaucoup de filles centrafricaines et de femmes centrafricaines pourront avoir la capacité d'être à des niveaux de décision et aussi de participer à l'activité économique du pays. Comment comptez-vous améliorer l'accès aux soins de santé dans un contexte marqué par des crises humanitaires récurrentes et un système de couverture sanitaire qui ne touche pas toute la population? Savez-vous, là encore, je peux vous garantir que nous avons fait des avancées notables. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de défi. Soyons clairs là-dessus. Mais de là où on était et au jour d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Aujourd'hui, c'est un secteur important si nous voulons améliorer les conditions de nos concitoyens. Et si nous voulons que les travailleurs donnent des rendements, il faut qu'ils soient bien soignés. Il faut qu'il y ait des services de santé accessibles. Il faut qu'il y ait des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Il faut qu'il y ait des structures sanitaires plus proches des localités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Vous venez de dire qu'une bonne partie de nos recettes viennent de la communauté internationale, ce qui est vrai. Nous avons choisi la prévention, la vaccination. Figurez-vous que la République centrafricaine et moi-même sommes des champions de la vaccination parce que nous avons fait des progrès énormes pour vacciner nos compatriotes. On a fait des efforts énormes, par exemple dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Il y a eu des progrès énormes. Les gens qui sont mis sous ARV, le nombre augmente. On a aujourd'hui une bonne couverture. Et moi, personnellement, pour suivre ce secteur, j'ai créé les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour aller vers la couverture universelle, sanitaire universelle. Et ça, ça couvre tous les domaines. La sécurité routière, le problème de vaccination, l'accessibilité, le problème des médicaments. Et tout ça, c'est pris en compte dans les 10 domaines d'impulsion présidentielle. C'est pour vous dire que ce secteur est suivi et il y a des progrès. Et nos partenaires voient, nous soutiennent. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements sanitaires ont été construits. Je vais distribuer plus de 100 ambulances il n'y a pas longtemps dans les différentes localités parce que pour référencer les malades dans les centres appropriés, il y avait des difficultés. Donc, il fallait ces outils-là. On va continuer. D'autres localités, d'autres centres n'ont pas des ambulances. On va leur fournir ces moyens-là. Si vous avez suivi l'actualité récente, à Nola, j'ai distribué pour Bambio et puis Bayanga. Eh ben, ils ont reçu des ambulances pour ces centres-là pour permettre de référencer les malades. Et aussi le personnel. Parce que pour adresser les questions de santé, il faut des gens qualifiés.
Aucun médecin centrafricain formé n'est au chômage aujourd'hui. Ce qui était difficile il y a quelque temps. Et pratiquement, on a recruté beaucoup de personnel de santé, que ce soit les infirmiers, que ce soit les sages-femmes, les assistantes sociales. On les a recrutés. On continue d'ailleurs. Ça, c'est pourquoi? C'est pour soutenir le secteur de la santé. Hein? Et on n'a pas beaucoup de moyens, mais on doit travailler pour l'amélioration de la santé de nos populations. Hein? Bon, je le répète encore, que tout n'est pas rose. On a encore des défis. Il y a des localités qui ne sont pas encore touchées. On n'a pas encore atteint le nombre, le seuil critique pour vraiment l'amélioration. On va continuer à recruter. On va continuer à développer notre programme de vaccination. L'accès aux médicaments, on va l'améliorer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Dans le cadre de sa coopération bilatérale, la Centrafrique mise sur des pays comme le Rwanda, le Maroc, pour les partenariats sécuritaires et économiques. Que représente pour vous la coopération avec ces deux pays et la coopération sud-sud de manière générale? Écoutez, aucun pays aujourd'hui ne peut vivre que sur lui-même. Nous avons tissé des liens, notre diplomatie se renforce, est tournée vers le développement. Et aujourd'hui, nous sommes en relation en bon terme avec beaucoup de pays amis qui développent avec nous des programmes parfois gagnant-gagnant dans plusieurs domaines. On invite leurs concitoyens à venir investir en Centrafrique. Et dans le domaine sécuritaire, nous avons besoin de soutien de certain nombre de pays, notamment en équipement, en formation. Vous avez mentionné le Rwanda, il y a la Fédération de Russie, il y a d'autres pays aussi qui interviennent, il y a l'Union européenne qui participe aussi à la formation de nos forces de défense et de sécurité. En ce moment, je pense que la République centrafricaine est en bon terme avec beaucoup de pays amis, beaucoup de pays frères. Bien entendu, dans le respect de notre souveraineté. Parce que, voyez-vous, la République centrafricaine ou les Centrafricains sont très jaloux de leur souveraineté. Aujourd'hui, c'est ce maître mot qui est bien inscrit dans la Constitution. Évidemment, nous, on ne peut pas vivre dans l'autarcie. Il faut coopérer. Et nous sommes dans beaucoup de communautés, de groupements de communautés, par exemple la CEMAC, la CEAC, nous sommes membres de l'Union européenne, nous sommes aussi dans la francophonie, nous sommes dans beaucoup d'organisations pour essayer, parce que les problèmes que nous adressons aujourd'hui ne sont pas forcément, tous ces problèmes-là ne sont pas forcément uniquement pour la République centrafricaine. C'est des problèmes où vraiment la solution est globale. Le problème de changement climatique que nous vivons aujourd'hui, la réponse n'est pas liée à un seul pays. La solution doit être globale. Et donc, on doit être dans un vaste mouvement, le multilatéralisme, pour adresser des questions qui concernent, dont la solution doit venir d'un ensemble de pays. Même sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, il faut remarquer que il y a des conflits. Eh bien, il faut que nous continuions à travailler avec les autres pour assurer la sécurité nationale et aussi internationale. Monsieur le Président, à cet instant, l'émission Face à l'Afrique vous appartient. Regardez cette caméra et dites à chaque Centrafricain pourquoi ils doivent vous réélire et quelles seront vos priorités lors de vos 24 premiers mois s'ils vous reconduisent à nouveau à la présidence. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez encore pour parler aux Centrafricains. Je le fais déjà à travers la campagne. Mais les Centrafricains m'ont donné leur confiance 2 fois de suite. Et les résultats sont là. D'aucuns disent que ça, mais eux-mêmes, ils sont capables d'évaluer le progrès que nous avons réalisé. Nous avons fait, certes, des progrès, des avancées indéniables, mais il reste encore beaucoup de défis. Et c'est pour cela que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons des stratégies. Déjà, je prends le cas de notre PND, le plan national de développement. Je prends aussi le cas
PND, le plan national de défense. Je prends le cas de certain nombre de choses que nous avons définies ensemble. Nous sommes sur une bonne trajectoire. Donc, je demande aux Centrafricains de continuer à me faire confiance et à faire confiance à l'équipe que nous constituons pour conduire notre pays à de bon port. Bien entendu, nous avons encore beaucoup de défis. Et ouais, tous ces progrès, on ne l'a pas fait seul. Les Centrafricains ont montré leur capacité de résilience face à ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et j'en suis fier. Et je suis fier de servir à nouveau, d'être au service de nos populations. Quelles seront vos priorités durant les... Les priorités sont définies dans le cadre de notre PND, notamment les secteurs productifs qu'il faut améliorer la gouvernance, le capital humain, de travailler sur la sécurité et la paix, consolidation de la cohésion sociale et le retour, la justice, qui est aussi le ciment qui est là pour la paix. Et voilà les différents axes sur lesquels nous travaillons, qui sont connus de tous les Centrafricains. Monsieur le Président, au nom des 120 millions de foyers qui reçoivent notre signal en anglais et en français, nous vous remercions d'avoir été l'invité de Face à l'Afrique. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour parler à l'Afrique tout entière à travers votre plateau. Donc, je vous remercie pour cela. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.